Charles V, qu'on appellera Charles V le Sage, devint roi à la mort de Jean de Lebon en 1364. En réalité, il gouvernait déjà depuis un certain temps, puisque son père était retenu à Londres pour des affaires importantes et moins importantes. De toute manière, la guerre de Cent Ans est terminée, puisque le traité de Brétigny de 1360 y a mis fin. Charles V s'attacha à restaurer le prestige royal, un prestige qui était fort écorné depuis le début de la dynastie des Valois. Il fit agrandir le palais du Louvre, et l'autre palais royal, c'était celui de Vincennes. Pour cela, il fallait de l'argent, mais le roi en disposait désormais, car il levait des impôts à travers tout le royaume, des impôts directs, qu'on appelait les fouages, et des impôts indirects, les aides, et la gabelle, qui est un impôt sur le sel. Et avec cet argent, il s'occupait aussi de restaurer l'armée, et de l'équiper de canons, puisque l'importance de l'artillerie va croissant. Et il reconstitue également une flotte, puisque la flotte française avait été perdue à la bataille de l'Écluse au tout début de la guerre de Cent Ans. En 1358, Jean II s'était réconcilié avec Charles d'Évreux, roi de Navarre. Et celui-ci l'avait d'ailleurs aidé à écraser les Jacqueries. Néanmoins, Charles d'Évreux gardait des titres à hériter de la couronne de France, ambition auquel Du Guesclin, le connétable, mit fin en le battant à la bataille de Cocherel en Normandie en 1364. Le connétable, c'est celui qui commande toutes les armées. Mais au cours de cette même année 1364, Du Guesclin subit une défaite à Auray qui mit fin à la guerre de succession de Bretagne. Puis le connétable Du Guesclin rendit le service de débarrasser la France des grandes compagnies, de ceux qu'on appelait quelquefois les écorcheurs, qui écumaient le pays. Quand la guerre s'arrête, eh bien on cesse de payer les soldats et du coup, ils se payent eux-mêmes en visitant les maisons du voisinage. Et donc Du Guesclin emmena les grandes compagnies combattre en Espagne. Il y avait en effet une guerre de succession entre Henri de Trastamare, qui était soutenu par le roi de France, et Pierre Ier de Castille, qu'on appelait Pierre le Cruel, qui était lui soutenu par Édouard III d'Angleterre. Et en 1368, le roi de France se sentit assez fort pour reprendre le combat direct contre son rival, le roi d'Angleterre. Et c'est toujours le connétable Du Guesclin qui s'en occupe, mais il évite les grandes batailles rangées qui n'ont pas tellement réussi aux chevaliers français jusqu'ici. Il se retranche solidement dans des forteresses et il mène une guerre d'escarmouches. Il s'empare des places fortes isolées appartenant aux Anglais, quelquefois par la ruse. Une fois, il se présente sous la forme d'une bande de paysans venus apporter des fagots de bois. Une autre fois, lui-même et ses hommes avancent cachés derrière un troupeau de cochons. Tout ça est fort plaisant et assez efficace. Le roi d'Angleterre ne se laisse pas faire et 3 grandes chevauchées anglaises vont parcourir le pays, au départ toujours de la région de Calais, mais sans aucun succès. Si bien qu'en 1380, à la mort de Du Guesclin, les Anglais ne possèdent plus que Bayonne, Bordeaux et bien sûr Calais. Tout ce qui leur avait été réattribué par le traité de Brétigny leur a été repris. D'ailleurs, Édouard III était mort en 1377. Une guerre de succession s'en était ensuivie pour le trône d'Angleterre, ce qui avait beaucoup affaibli les Anglais et facilité la tâche de Du Guesclin. Et Charles V mourut quelques mois après Du Guesclin et il s'ensuivit une trêve de 32 ans. Quand Charles VI succéda à son père Charles V, il n'avait que 12 ans, si bien que le gouvernement commença par être exercé par ses 3 oncles, le duc de Berry, le duc de Bourgogne et le duc d'Anjou. La guerre de Cent Ans était une nouvelle fois terminée, mais les impôts qui avaient servi à la financer demeuraient, si bien que des révoltes éclatèrent. La plus connue, en 1382, c'est la révolte des Maillotins qui attaquèrent les fiers chevaliers à coups de marteau, d'où leur nom. En 1386, Charles VI se mit à gouverner lui-même, il mit de l'ordre dans les affaires, entouré de ses conseillers qu'on surnommait les marmousets. Mais en 1392, il donna les premiers signes de folie en se jetant sur quelques membres de sa suite, tout d'un coup, et en les tuant. C'est toujours délicat, pour un serviteur du roi, on n'ose pas trop protester, en même temps ce n'est pas très agréable d'être tué, même par un roi. On constitua donc, comme les crises de folie du roi devenaient de plus en plus fréquentes, un conseil de régence qui était présidé par la reine Isabeau de Bavière et dans lequel siégeaient les oncles dont j'ai parlé. Mais un conseil, ça comprend plusieurs personnes, et quand il y a plusieurs personnes qui doivent décider, elles se disputent. Si bien qu'il se forma 2 partis, celui des Armagnacs autour du duc d'Orléans, qui est le frère du roi, et celui des Bourguignons, qui est autour de Jean sans Peur, duc de Bourgogne. Et les choses devinrent sérieuses quand, en 1407, Jean sans Peur fit assassiner le duc d'Orléans. Et il y a quelqu'un qui observe sans déplaisir cette situation troublée, c'est le roi d'Angleterre, qui est Henri V, qui est monté sur le trône en 1413. Il débarque de nouveau en Normandie, comme au bon vieux temps de 1346. Il se dirige vers la Picardie et remporte de nouveau une éclatante victoire, celle d'Azincourt.
au cours de laquelle, dit-on, périt la fine fleur de la chevalerie. Dans sa pièce qui s'appelle Henri V, Shakespeare a imaginé le discours que tenait Henri V la veille du combat à ses fiers chevaliers. We few, we happy few, we band of brother, for he today who shares his blood with me shall be my brother. C'est ce qui a donné naissance à la locution anglaise, entrée dans la langue française, les happy few, les quelques heureux. Ils étaient heureux d'avoir participé à cette bataille d'Azincourt, mais celle-ci ne produisit pas grand résultat. Toutefois, ensuite, Henri V entreprit méthodiquement de reconquérir la Normandie, c'est-à-dire qu'il défie tout le travail qu'avait fait le connétable du Guesclin. Après cette retentissante défaite et devant la menace du roi d'Angleterre, les membres de la famille royale se réconcilièrent, ou du moins ils en eurent l'intention, et une rencontre fut organisée entre le dauphin et le duc de Bourgogne sur le pont de Montereau. Mais le duc de Bourgogne, Jean sans peur, fut assassiné lors de cette rencontre par les partisans du dauphin. C'est le futur Charles VII, le petit chouchou de Jeanne d'Arc. C'était en 1419, et ce crime eut pour conséquence que le nouveau duc de Bourgogne, fils de Georges sans peur, Philippe le Bon, se rallia aux prétentions du roi d'Angleterre. En même temps qu'une personne très importante dans le royaume, c'est la reine elle-même Isabeau de Bavière. Et le résultat fut que Charles VI signa le traité de Troyes en 1420. Ce traité prévoyait tout simplement que la couronne, à la mort de Charles VI, reviendrait à Henri V. Et pour renforcer ses droits dynastiques, qui sont déjà importants, Henri V épouse Catherine de Valois, c'est la sœur du dauphin, le futur Charles VII. Et en 1422, Charles VI meurt, et à ce moment-là, lui succède Charles VII, malgré tout. Mais ce Charles VII, du fait du ralliement de la Normandie et de la Bourgogne au roi d'Angleterre, ne possède plus aucun territoire au nord de la Loire.